Au restaurant, ma mère a dit « Amandine, trouve une autre table. Celle-ci est réservée à la famille, pas aux filles adoptées. » Tout le monde a ri, puis ils m'ont tendu l'addition de 3170,14 €. J'ai souri et j'ai payé. C'est alors qu'une voix derrière moi a dit « Un instant, s'il vous plaît. » Le reçu atterrit sur le bar devant moi à 20h47. Je le fixe assez longtemps pour que le serveur change de posture, visiblement mal à l'aise. 31 entrées, 4 bouteilles de vin importées. Une pièce montée sur mesure avec des feuilles d'or que j'ai regardé ma mère, la femme qui m'a choisi. Disait-elle toujours commandée avec la même assurance désinvolte qu'elle utilise lorsqu'elle licencie ses femmes de ménage. Tout cela sur ma carte. Celle que j'avais enregistrée il y a 6 semaines pour la compte. Je ne lève pas les yeux tout de suite. Je sais déjà qui a fait ça. Je connais l'expression exacte qu'elle arbore. Ce petit sourire satisfait qui n'atteint jamais vraiment ses yeux. Le sourire qu'elle réserve aux moments comme celui-ci. Des moments conçus pour me rappeler ma place. Je m'appelle Amandine Reynaud-Dumont. J'ai 27 ans. Ce soir, c'est le dîner pour les 60 ans de ma mère. Et d'ici à ce que les assiettes à dessert soient débarrassées, 22 ans d'une cruauté élégante et calculée vont être exposés devant chaque personne présente dans cette salle. Je ramasse l'addition. Je lis chaque ligne. Puis je la repose, j'ouvre mon portefeuille et je paie. La totalité. Avec un pourboire généreux parce que je sais ce qui est déjà en marche. Laissez-moi revenir en arrière. J'avais 5 ans quand Béatrice et Gérard Dumont m'ont adopté dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance à Strasbourg. C'est la version qu'ils racontaient lors des dîners mondains, la version charitable. Livrée avec la chaleur travaillée des gens qui comprennent la valeur sociale d'une belle histoire. La version qu'ils me racontaient à moi était différente. Nous t'avons donné une vie, m'a dit ma mère, Béatrice. Un jour où j'avais 9 ans et que j'avais commis le crime de demander pourquoi je ne pouvais pas partir en vacances avec eux à Saint-Tropez. Est-ce que tu comprends ce que tu serais devenu sans nous? En as-tu seulement une idée? Je n'ai pas répondu. J'avais déjà appris à ne pas le faire. Gérard Dumont était un avocat d'affaires de renom. Béatrice dirigeait une association, les Ponts de l'Espoir, qui récoltait des fonds pour la protection de l'enfance. Ce qui m'a toujours semblé d'un humour particulièrement noir. Ils avaient 2 enfants biologiques, mon frère Arthur, 24 ans, et ma sœur Léa, 22 ans. Tous 2 possédaient la structure osseuse de Béatrice, l'assurance de Gérard. Et une compréhension mutuelle tacite que j'étais quelque chose de différent dans la maison, pas inférieur, ils étaient trop sophistiqués pour ce mot. Juste différente, une catégorie à part. Ils ne m'ont jamais frappé, n'ont jamais crié. Béatrice, surtout, était plus intelligente que cela. Sa cruauté était architecturale. Elle était intégrée à la structure de la vie quotidienne de manière si fluide que j'ai passé des années à me demander si je ne l'imaginais pas. Les photos de famille sur la cheminée, 3 enfants, pas 4. Les dîners d'anniversaire où ma chaise était au coin de la table, à moitié dans le couloir. Le plan d'épargne logement que Gérard avait ouvert pour Arthur et Léa, dont j'ai découvert l'existence par accident à 16 ans en surprenant une conversation téléphonique. La façon dont Béatrice me présentait lors des événements, voici Amandine. Elle est avec nous depuis ses 5 ans. Elle parlait de moi comme du personnel, ou comme un meuble qui était simplement là depuis longtemps. Je me disais que ce n'était rien. Pendant des années, je me suis menti. J'avais tort. Ce qu'il y a avec la survie dans ce genre d'environnement, c'est que soit on s'effondre, soit on devient précis. Je suis devenue précise. J'ai financé mes études grâce à des bourses et 2 emplois à temps partiel. Un diplôme de l'université Paris-Dauphine, major de promotion, puis mon diplôme d'expertise comptable. Avant de décrocher un poste dans un cabinet d'audit forensique à Paris. Le genre d'endroit que l'on appelle quand des entreprises soupçonnent une fraude, quand des successions sont contestées. Quand l'argent est allé là où il ne devait pas aller. Ma supérieure, le docteur René Blum, 15 ans d'expérience à la brigade financière, m'a dit lors de ma première année que j'avais un don inhabituel pour la reconnaissance des schémas dans les documents financiers. La plupart des gens regardent un tableur et voient des chiffres, disait-elle. Toi, tu le regardes et tu vois une histoire. Elle avait raison. C'est pourquoi, il y a 8 mois, quand ma grand-mère, la mère de Béatrice, Mamie Huguette, m'a appelé en pleurant à 11h un mardi soir. J'ai écouté très attentivement tout ce qu'elle disait. Mamie Huguette avait 81 ans, l'esprit vif comme une aiguille. Elle triait des papiers après une petite alerte de santé, essayant de mettre ses affaires en ordre. Et elle avait trouvé quelque chose qui n'avait aucun sens. Il manque de l'argent, Amandine, dit-elle. Du compte que ton grand-père t'avait laissé. Je me suis figée. Quel compte, mamie? Elle me l'a dit. Mes mains n'ont pas tremblé. Elles sont devenues complètement froides. Mes parents biologiques sont morts quand j'avais 4 ans. Je n'ai pas de souvenir d'eux, juste une photographie que j'avais emportée du foyer. Une pliure au milieu, un jeune couple plissant les yeux sous le soleil quelque part au bord de la mer. Ce que je ne savais pas, ce qu'on m'avait jamais dit, c'est qu'ils avaient une assurance vie. Pas une fortune, mais pas rien non plus. Des polices combinées, de modestes économies, une petite propriété qui avait été vendue, le tout désigné pour moi.
Détenue sur un compte de tutelle géré par la famille Dumont jusqu'à mes 21 ans. J'en avais 27. Je n'en avais jamais vu un seul centime. Mamie Huguette avait trouvé les documents originaux dans une boîte de papier de son défunt mari. Elle avait passé 3 semaines à éplucher discrètement les relevés sans rien dire à personne avant de m'appeler. Le solde du compte au moment du transfert sous la gestion des Dumont était de 218 000 €. Le solde à mes 21 ans était de 0. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée dans mon appartement parisien à fixer le plafond et j'ai fait ce pourquoi j'avais été formée. J'ai commencé à construire l'histoire dans ma tête. Reconnaissance de schéma, narration financière, la forme que prend l'argent quand quelqu'un ne veut pas qu'on le trouve. Le lendemain matin, j'ai appelé le docteur Bloom. « Dis-moi tout », a-t-elle dit. Je l'ai fait. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, tu sais que tu ne peux pas travailler sur ton propre dossier. Je sais, mais vous connaissez quelqu'un qui le peut. Elle m'a orienté vers un collègue, un expert comptable judiciaire nommé David Marchand, spécialisé dans la fraude, qui avait passé 11 ans à faire exactement ce genre de travail. Il était méthodique, méticuleux, et par bonheur, nullement impressionné par les familles riches aux bonnes réputations. Il a pris l'affaire. Au cours des 6 mois suivants, David a extrait chaque document auquel il pouvait légalement accéder. Relevés bancaires, comptes de fiducie, déclarations fiscales, transactions immobilières. Mamie Huguette, devenue calmement mais furieusement déterminée, lui a donné accès à tout ce qu'elle possédait. Ce qui a émergé n'était pas beau à voir. 214 000 € reçus sur le compte de tutelle en 2001. Premier retrait, mars 2002, 18 000 €. Mis en parallèle avec une rénovation de la cuisine de la maison des Dumont. Retrait subséquent sur 9 ans. Régulier, de taille variée, toujours avec des libellés aux apparences légitimes qui ne correspondaient absolument à rien dans ma vie. Les frais de scolarité de l'école privée d'Arthur. Un bateau immatriculé au nom de Gérard à Arcachon. Une intervention chirurgicale esthétique pour Béatrice que je ne nommerai pas, mais qui avait coûté 22 000 € et n'était pas prise en charge par la mutuelle. Au moment où j'ai eu 21 ans et où le compte aurait dû m'être transféré, il était vide depuis 4 ans. Béatrice n'en avait jamais parlé. Gérard n'en avait jamais parlé. Aucun notaire ne m'avait jamais contacté. L'argent avait simplement cessé d'exister en ce qui me concernait, parce que personne ne m'avait dit qu'il existait au départ. David m'a envoyé un courriel un jeudi matin. Objet, résumé des pièces, analyse du compte Dumont. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai transféré à l'avocate que Mamie Huguette avait discrètement engagée, une femme nommée Maître Claire Lefebvre. Spécialisée dans les litiges successoraux et réputée pour être totalement inflexible. Une fois qu'elle décidait de prendre une affaire, Claire m'a appelé l'après-midi même. C'est solide, a-t-elle dit. Fraude civile, potentiellement pénale, selon la façon dont le procureur voudra l'examiner. Quand ? Ai-je demandé. Elle a marqué une pause. Quand voulez-vous faire cela ? Ma mère a un dîner pour ses 60 ans dans 6 semaines, ai-je répondu. 30 invités, tout son cercle social. Une autre pause, plus longue. Amandine, dit-elle prudemment, vous comprenez que nous pouvons déposer cela normalement par les voies classiques. Cela n'a pas besoin d'être une mise en scène. Je le sais aussi. Elle est restée silencieuse. Que attendez-vous de cela ? J'ai pensé à la chaise au coin de la table, aux photos de famille à 3 visages. À la façon dont elle disait avec nous, comme si j'étais une plante verte qui avait survécu. Je veux qu'elle soit obligée de le dire à voix haute, ai-je dit, devant tous ceux pour qui elle joue la comédie depuis 30 ans. Je veux qu'il n'y ait aucune version de l'histoire qu'elle puisse encore contrôler. Maître Lefebvre a pris une lente inspiration. Alors j'y serai. 6 semaines plus tard, je me rends au Train Bleu, le restaurant le plus somptueux de Paris. Que Béatrice a choisi pour sa propre fête avec sa subtilité habituelle. Je confie ma voiture au voiturier, j'entre et je cherche ma place. Elle n'est pas à la table d'honneur. Evidement. Elle est à une petite table pour 2 près du bar, séparée de la table familiale par 2 autres groupes de clients qui n'ont rien à voir avec nous. Je reste là un instant à regarder le carton. Amandine, écrit de la main de Béatrice sur un papier crème. Arthur est déjà assis à la table principale. Il ne me regarde pas. Il est sur son téléphone, cravate desserrée. Léa me fait un signe de la main avec la politesse réflexe de quelqu'un qui a appris à me traiter comme un bruit de fond. Gérard discute avec quelqu'un que je ne reconnais pas. Béatrice tient salon au centre de la table, portant une robe qui, je le sais, coûte plus cher que mon premier mois de loyer. Elle rit. Elle est radieuse. C'est là qu'elle est la meilleure, dans une salle pleine de gens qui pensent la connaître. Qui lui renvoient la version d'elle-même qu'elle a passé des décennies à construire. Elle me voit. Son sourire ne change pas. Pas d'une manière que quelqu'un d'autre pourrait identifier, mais je le connais. Je l'ai toujours connu. Amandine, elle prononce mon prénom comme si elle me rappelait quelque chose. Tu es là-bas, ma chérie. Nous n'avions plus de place à table. Tu comprends ? Bien sûr, dis-je. Je m'assois à ma petite table. Un serveur m'apporte de l'eau. Je commande une eau pétillante parce que je décide que ce soir, je vais faire chaque petite chose que j'ai envie de faire. Le dîner suit son cours. Béatrice porte un toast.
Gérard porte un toast qui fait pleurer plusieurs personnes. Arthur dit quelque chose de drôle que j'entends de l'autre bout de la salle et qui lui vaut une vague de rire chaleureux. Léa porte un toast à sa mère avec la tendresse spécifique d'une fille qui a toujours été aimée sans condition. Y regarde. Je mange mon plat, qui est excellent. Je laisse mon téléphone face contre table. À un moment donné, pendant le plat principal, Béatrice se lève à nouveau. Elle a une énergie particulière quand elle veut faire un discours. Une sorte de chaleur expansive qui remplit la pièce et fait que tout le monde se tourne vers elle comme des tournesols. Je voudrais dire quelques mots, commence-t-elle, et la salle se tait. Je voudrais dire quelques mots sur la famille et sur ce que cela signifie d'en construire une. Je pose ma fourchette. Gérard et moi avons toujours cru que la famille est un choix, continue-t-elle, que l'amour est une pratique, pas seulement un sentiment. Et quand l'opportunité nous a été donnée d'ouvrir notre foyer à un enfant qui avait tout perdu. Elle marque une pause et plusieurs personnes jettent un coup d'œil vers moi. Comme ils le font quand ils connaissent déjà l'histoire et attendent le moment d'émotion. Nous l'avons fait parce que c'était juste. Parce que certains enfants n'ont personne et que nous pensions pouvoir lui donner une vie. Elle dit lui, pas mon prénom. Lui. Ses parents. Une autre pause, celle-ci calibrée, un peu triste. Ils étaient jeunes. Il n'y avait pas grand-chose. Nous avons fait ce que nous avons pu. Je la regarde directement. Elle soutient mon regard pendant exactement une seconde. Puis elle se tourne vers son auditoire. À la famille. Dit-elle en levant son verre. À la famille. Répète 30 personnes. Je ne lève pas mon verre. 20 minutes plus tard, le serveur pose un porte-addition en cuir devant moi. On m'a demandé de passer la note sur votre carte enregistrée, dit-il. Il a la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Je suis désolé, Ils ont dit que vous aviez autorisé cela. J'ouvre le porte-addition. 3270,14 €. Je reste assise avec cela un moment. Je pense au retrait de mars 2002. 18 000 € pour une rénovation de cuisine. Je pense au bateau. Je pense à la chirurgie. Je pense à l'assurance vie d'une enfant de 4 ans. Soigneusement, méthodiquement vidée sur 9 ans. Je pense au mot autorisé. J'ai presque envie de rire. Je sors ma carte. Je paie l'addition. Je laisse un pourboire de 20% en plus parce que le serveur n'y est pour rien et qu'il fait son travail. Puis je me lève. Je cherche ma veste quand j'entends sa voix. Un instant, s'il vous plaît. Ce n'est pas la voix de Béatrice. C'est celle de Mamie Huguette. Elle ne se lève pas comme les vieilles femmes dans les films, avec effort et aide. Elle se lève comme elle a toujours fait les choses, c'est-à-dire simplement, directement, sans annonce. À 81 ans, elle se lève de sa chaise à la table principale comme si elle attendait ce moment précis, parce que c'est le cas. La salle se tourne vers elle. Maître Claire Lefebvre se tient à ses côtés. Je savais qu'elle était là. Elle m'avait envoyé un SMS à son arrivée. Mais la voir là en personne, sa mallette aux côtés, est différent de le savoir de manière abstraite. Elle ressemble exactement à ce qu'elle est, quelqu'un qui a déjà fréquenté ce genre de salle et qui n'a jamais perdu. Maman, commence Béatrice. Béatrice. Mamie Huguette prononce le nom de sa fille avec une douceur particulière qui fait taire complètement la pièce. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Ce que je m'apprête à faire, je le fais parce que c'est juste. J'ai besoin que tu comprennes cela avant que je ne le fasse. Le visage de Béatrice, et je veux enregistrer cela, je veux garder cela, son visage fait quelque chose que je ne l'ai jamais vu faire auparavant. Le contrôle glisse, juste une seconde. Quelque chose en dessous, brute, jeune et effrayée, remonte à la surface. Puis elle se ressaisit. Maman, quoi que ce soit, ce n'est pas le moment. Béatrice, tu viens de dire à cette assemblée que les parents biologiques d'Amandine ne lui avaient rien laissé. La voix de Mamie Huguette est stable et claire. Que votre famille est intervenue par charité, qu'il n'y avait pas d'argent. Elle regarde Claire. Maître. Claire ouvre sa mallette. Je m'appelle Claire Lefebvre, dit-elle à la salle. Je suis avocate spécialisée dans les litiges successoraux. J'ai été engagée par Madame Huguette Dumont dans le cadre du compte de tutelle établi en 2001 au bénéfice d'Amandine Reynaud à la suite du décès de ses parents biologiques. La salle ne bouge plus. Le compte a été établi avec un solde de 214 000 €. Composé du produit d'assurance vie et de la liquidation des actifs appartenant aux parents biologiques d'Amandine, désignés pour son seul bénéfice. Béatrice est pétrifiée. Le compte a été placé sous la gestion de Béatrice et Gérard Dumont jusqu'au 21e anniversaire d'Amandine. Claire pose des documents sur la table, des copies, car les originaux sont dans les dossiers de David Marchand. Organisés en 18 chemises étiquetées. Les retraits suivants ont été identifiés par une analyse forensique des relevés bancaires. Recoupés avec les dépenses documentées de la famille Dumont. Elle lit une liste, pas rapidement, pas pour le drame, bien que le drame soit total. Elle lit avec précision, de la même manière qu'elle lirait dans une salle d'audience. Mars 2002, 18 400 €, rénovation de la cuisine. Novembre 2003, 22 000 €, intervention chirurgicale, Béatrice Dumont. Août 2005, 31 000 €, frais de scolarité,
Arthur Dumont. Août 2007, 28 500 €, frais de scolarité, Arthur Dumont. Juin 2008, 14 800 €, achat d'un bateau, immatriculé au nom de Gérard Dumont. Septembre 2009, 19 200 €, frais de scolarité, Léa Dumont. Chaque année jusqu'à ce que le compte soit vide. Arthur a cessé de regarder son téléphone. Léa a les deux mains à plat sur la table. Gérard fixe un point imaginaire quelque part au-dessus de la tête de Claire. Béatrice n'a pas bougé. Total des retraits documentés, 197 400 € sur une période de 9 ans. Le solde restant a été épuisé par des frais de gestion facturés à une institution dont nous avons découvert par la suite qu'elle n'existe pas. Claire ferme le dossier. Le compte affichait 0 € quand Amandine a eu 21 ans. Elle n'a jamais été informée de son existence. La salle est silencieuse. Puis Béatrice se lève. C'est complètement fabriqué. Sa voix est calme. C'est la version d'elle que j'ai toujours crainte le plus. Pas le rejet glacial, mais le calme chaleureux et raisonnable de soyons adultes. Maman, je ne sais pas qui t'a poussé à faire ça, mais... Ces documents portent ta signature, Béatrice, dit simplement mamie Huguette. Elle n'ose pas la voix. Elle n'en a jamais besoin. J'ai chaque autorisation de retrait, ton écriture, ta signature. Je les ai fait vérifier par un expert en écriture. Elle marque une pause. Je ne suis pas confuse. Je ne suis pas manipulée. J'ai trouvé cela et j'ai choisi d'agir, et j'ai besoin que tu te taises maintenant. Béatrice Setait. La femme à sa gauche, l'une de ses plus vieilles amies, quelqu'un que j'ai vu à une douzaine d'événements familiaux, s'écarte très légèrement d'elle. C'est presque imperceptible, mais je le vois. De plus, continue Claire. Madame Huguette Dumont a, dès ce mois-ci, révisé ses dispositions testamentaires. Amandine Reynaud-Dumont est nommée bénéficiaire principale. Elle ferme sa mallette. Je laisse ces copies à la disposition de quiconque souhaiterait les consulter. Les originaux ont été déposés au tribunal. Une plainte civile a été déposée. Gérard et Béatrice Dumont ont reçu leur assignation. Gérard lève les yeux pour la première fois. Assignation, dit-il. Sa voix sonne comme s'il testait si les mots fonctionnent encore. Nous avons été quand? Cet après-midi, répond Claire. Vos avocats en auront reçu notification. Béatrice se tourne pour me regarder. Je suis toujours près du bar. Je n'ai pas bougé. J'ai ma veste entre les mains et je réalise que je la serre assez fort pour que mes articulations soient blanches. Je me force à lâcher prise. Elle me regarde de la même façon qu'elle me regardait quand j'avais 9 ans et que je demandais pourquoi je ne pouvais pas aller à Saint-Tropez. Comme si j'étais quelque chose qu'elle calculait. Comme si elle décidait quelle version de cette histoire elle pouvait encore sauver. Amandine, dit-elle, n'ose pas. Ne commencez pas, dis-je. Ma voix sort plus calme que je ne l'espérais, et plus assurée. Tu ne comprends pas tout ce qu'il a fallu pour t'élever. J'ai dit, ne commencez pas, elle ferme la bouche. Béatrice, dit mamie Huguette, et elle ne rajoute rien, juste son prénom. Juste le prénom qu'elle lui a donné il y a 60 ans. Toute une conversation en un seul mot. Béatrice Serrasoit. La salle se fragmente après cela. Je regarde la scène comme on regarde un accident de voiture au ralenti. Non pas parce qu'on le veut, mais parce que le cerveau refuse de détourner les yeux. Les invités à la table, venus pour un dîner d'anniversaire, sont maintenant assis au milieu d'une procédure judiciaire publique. Et ils font ce que les gens font dans cette situation. Ils recalibrent, ils reclassent, décidant de ce qu'ils savent désormais sur une femme qu'ils pensaient connaître parfaitement. L'un des hommes à table, l'associé de Gérard, dont je connais le nom par les cartes de vœux, s'excuse et sort. Il ne revient pas, Léa pleure. Pas de chagrin, je ne pense pas, ou pas seulement. Elle pleure à cause de l'horreur désorientante de voir son enfance recontextualisée en temps réel. L'école privée payée avec l'argent qui m'appartenait. Les années passées dans une maison où la fille au coin de la table était systématiquement dépouillée. Arthur ne pleure pas. Il regarde sa mère avec une expression pour laquelle je n'ai pas de nom. Mamie Huguette vient me rejoindre au bar. Elle se déplace à travers les décombres du dîner avec la dignité tranquille de quelqu'un qui a pris sa décision et qui est en paix avec elle. Elle prend mes deux mains dans les siennes. Je suis désolée que cela m'ait pris autant de temps, dit-elle. Je secoue la tête. Je ne fais pas confiance à ma voix. J'aurais dû regarder plus tôt. J'aurais dû. Elle s'arrête, serre mes mains plus fort. Tu as toujours été des nôtres, Amandine. Dès le premier jour, j'ai besoin que tu saches que je le savais. Je réussis à dire, je sais, mamie. Elle soutient mon regard un instant. Puis elle hoche la tête, comme si nous avions réglé quelque chose, et elle me lâche. 3 mois plus tard, l'affaire civile suit son cours au tribunal de Paris. L'analyse de David Marchand a été soumise comme expertise, 18 dossiers. 340 pages et un tableur qui raconte l'histoire de 9 ans de vol silencieux avec la précision froide des mathématiques. Le cabinet d'avocats de Gérard l'a mis à pied en attendant le résultat. Je ne savais pas qu'il ferait ça. Je ne sais pas trop ce que j'en pense. Les Ponts de l'Espoir, l'association de ma mère, celle qui récoltait des fonds pour les orphelins.
a lancé un audit interne après la démission de 2 membres du conseil d'administration suite au dîner. L'audit est en cours. Léa m'a appelé. Nous avons parlé pendant 40 minutes. C'était douloureux et étrange, et aucune de nous deux ne savait exactement quoi faire. Mais elle a appelé, j'ai répondu. Et je pense que cela signifie quelque chose, même si je ne sais pas encore quoi. Arthur n'a pas appelé. J'ai toujours la photographie. Celle que j'ai emportée du foyer, avec la pliure au milieu. Un jeune couple à la plage plissant les yeux sous le soleil. Je l'ai eue toute ma vie et je n'ai jamais su de quelle plage il s'agissait, en quelle année. À quoi ils pensaient quand quelqu'un a pointé un appareil vers eux. Je la regarde différemment maintenant, pas avec plus de douleur, mais avec plus de clarté. Ils m'avaient laissé quelque chose. Ils avaient rassemblé ce qu'ils avaient et l'avaient mis sur un compte, y avaient mis mon nom, et ils s'étaient probablement dit, même à 20 ans. Même sans raison de penser qu'il mourrait jeune, elle doit avoir ça. Quoi qu'il arrive. Il aura fallu 22 ans, un expert comptable judiciaire et une femme de 81 en fouillant dans des cartons dans son sous-sol un mardi après-midi. Mais je l'ai eu. Pas l'argent, bien que l'affaire civile se résoudra comme elle se résoudra. Je parle de la connaissance, de la preuve de ce qu'ils ont fait, de l'évidence que quelqu'un, avant tout cela, a regardé une enfant qui n'existait pas encore et a décidé qu'elle valait quelque chose. Ma mère, Béatrice, ne m'a pas adressé la parole depuis le dîner. C'est très bien ainsi. Je n'ai plus rien à lui dire non plus. Mais mamie Huguette appelle tous les dimanches. Nous parlons de son jardin, de mes dossiers au travail, et parfois de rien du tout. La semaine dernière, elle m'a dit que le prénom de ma mère biologique était Rosa. Qu'elle avait trouvé une lettre il y a des années et l'avait gardée parce qu'elle ne savait pas quoi en faire. J'aimerais te la donner, a-t-elle dit. Si tu la veux. Je la veux, ai-je répondu. Elle est arrivée mercredi dans une petite enveloppe avec l'écriture de mamie Huguette sur le devant. Je ne l'ai pas encore ouverte. Je vais le faire. Simplement pas encore. Il y a des choses que l'on garde un instant contre soi avant de s'autoriser à les posséder. Elle m'appelait Amandine. Mon nom écrit à l'encre de la main de quelqu'un qui me connaissait avant que je ne sache quoi que ce soit. C'est assez pour l'instant.